avec des maladies matérielles, donc qui ont eu des accidents, et qui, en pratiquant régulièrement les techniques telles que revues et corrigées en PMC6, sont en train de réadapter leur corps. Ces personnes ne travaillent pas sur ça. Ils travaillent sur la conscientisation du plan vital. Automatiquement, ça amène cela. Lorsque la personne fonctionne convenablement bien, lorsque la personne perçoit l'énergie vitale, c'est l'énergie qui contient la forme. Non seulement la personne ne vieillit plus, la personne rajeunit, la personne se stabilise à un âge qu'elle désire. La personne a la forme corporelle qu'elle a besoin, ou que l'intelligence lui demande, etc., etc., etc. Ce sont toutes des choses qui sont en train d'être vécues par certaines personnes du PMC6. C'est pourquoi j'en parle. En avoir parlé avant, de toute façon, égrégorement parlant, certaines personnes auraient trouvé que c'est un peu poussé. En parlant maintenant, à ceux qui ne l'ont pas vu, ça n'a rien à voir. Ceux qui le vivent comprennent ce qu'on veut dire. Ce qui fait qu'égoïquement parlant, ça ne peut pas, ce n'est pas démenti, c'est confirmé. Okay. L'énergie vitale personnalisée, est-ce que c'est elle qui permet le désassujettissement génétique face à la parenté? C'est pas l'astral personnalisé ni le mental personnalisé, c'est le vital personnalisé. Le vital personnalisé oblige automatiquement le corps physique à être personnalisé. Donc, le corps est tout à fait différent de la génétique de ses parents. Ça, c'est une autre chose intéressante. Dans la famille, on a 2 cardiaques, 2 épileptiques, on a des personnes qui ont des problèmes d'athérosclérose, ce genre de choses. Et normalement, la personne qui suit le PMC, par exemple, devrait s'attendre en vieillissant à avoir elle a des probabilités d'avoir les mêmes pathologies. Sauf que la personnalisation vitale, ce que l'on fait un PMC1 à 6, et 6, c'est terminé lorsque tu as le contact avec l'ajusteur de pensée, et ce qui est déjà en train d'être vécu par certaines personnes du PMC6, personnalise le corps vital à un point tel que cette personne physiquement se déconnecte de l'assujettissement génétique de sa lignée familiale. Il y a une mutation. Si on étudie les gènes de cette personne, on ne saura pas de quelle lignée humaine elle est. Elle fait partie de la 6e race à racine. Elle fait partie de la 6e race mère, la race bleue, qui est toujours une race neuronique, neurologique et non pas une race cutanée. Et ça, c'est important d'en voir la mécanicité. Est-ce que la 6e race n'est qu'au centre de l'universalité? Absolument pas. Sauf que collectivement, le centre de l'universalité a un rôle à jouer. Collectivement, c'est présentement le seul foyer organisé de génération de la 6e race racine. C'est le seul foyer collectif organisé. Quand je dis collectif, conscience individuelle, mais où c'est organisé pour un groupe, pour plusieurs individus. On peut, par exemple, faire référence à d'autres formations extérieures où on s'adresse à l'individu en tant qu'individualité, mais on n'a pas sur la planète aucune organisation structurée, disons éducative ou éducationnelle, orchestrée avec une technologie, des techniques nouvelles adaptées à l'homme en formation et à la femme en formation, où on n'a rien sur la planète à part le centre ici qui permet cela. Je ne dis pas cela parce que je suis au centre, je suis capable de connaître énergétiquement l'autre conférencier qui travaille intelligemment. Lorsque je dis qu'il y a 3 personnes présentement sur la planète qui sont en contact avec l'énergie supramentale, il n'y en a que 3. Qui ont un contact, je parle, volontaire lorsque cela le veut. Il n'y a que 3 personnes qui sont capables de contrôler le contact supramental à l'échelle planétaire pour l'instant, il n'y en a que 3. Et les 3 sont au Québec, dont 2 connus et 1 inconnu mais connu. Il n'y en a que 3. Il y a l'énergisation supramentale intelligente du comte de Saint-Germain. Et il y en a 2 autres, très connus aussi. Il n'y en a pas d'autres. J'ai déjà été poli, j'ai déjà dit qu'il y en avait une dizaine, mais c'est de la diplomatie. Je savais très bien que c'était faux, mais ça devait être vrai pour les personnes qui écoutaient. Il faut comprendre qu'il y a des personnages qui ont un rôle sous-jacent politique à jouer. Il y a un personnage qui a un rôle ésotérique, donc caché, collectif mais ésotérique à jouer. Et il y a un personnage qui a un rôle collectif, politique, exotérique à jouer.
Lorsque je dis que le centre ici, c'est le seul endroit sur la planète pour l'instant qui a une structure de formation réelle en vue de l'être-té nouvelle, je le dis parce que c'est ça. Il y a d'autres organismes qui tendent à plagier, évidemment, la structure même du centre, d'autres organismes qui, à un moment donné, vont finir eux aussi par former des choses qui vont permettre l'accréditation, qui vont permettre l'éducation de l'homme transitif vers l'homme nouveau. Il y en a d'autres. C'est pas avec un centre qu'on va arriver à quelque chose. On commence quelque part. Et c'est normal de commencer quelque part. Quand je disais que l'humain passe son temps à broyer en disant « Pourquoi pas moi ?» Et quand ça lui arrive, là, il braille et il dit « Pourquoi moi ?» Bon. L'humain, pourquoi pas lui? Pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela? Alors le centre, c'est le centre. Et les humains qui font partie de ce centre ou qui font le PMC, ben, font partie de cette probabilité de 6e sous-race. Pourquoi eux, pourquoi pas les autres? Pour la même raison que quand c'était pas eux, ils disaient pourquoi les autres, pourquoi pas eux? Parce que il doit y avoir du monde, il doit y avoir des processus, il doit y avoir des principes, et c'est normal que ça fonctionne comme cela. Je pourrais parler plus longuement encore sur l'intelligence même de la génération de la 6e sous-race. Mais pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la conférence. L'énergie vitale, donc, habite chaque corps. Elle habite chaque humain, elle est à l'extérieur partout. L'énergie vitale est régie par les forces belzébusiennes et ces forces ne peuvent qu'obéir à une énergie supérieure. L'énergie satanique, l'énergie astrale collective est supérieure pour l'instant, donc peut la commander. À l'instant même où l'humain mental apparaît, l'interpréteur ou l'interprétateur actionnel saura s'occuper de tout. Lorsque l'énergie mentale apparaît et qu'il demande à quelque chose de se déplacer pour venir le voir, automatiquement l'énergie vitale extérieure est monopolisée et les choses se transforment. Dans l'Antiquité, il se trouve que dans une certaine langue particulière, on manquait de mots. Le langage a évolué. Voilà 1995 ans, on manquait de mots. Voilà 1980 ans, on manquait de mots. Mais même, voilà 2000, 3000 ans aussi. Lorsque l'on dit que la foi peut soulever les montagnes, on emploie un mot qui désigne confiance et qui désigne puissance. Un mot. Lorsqu'on emploie le mot foi en tant que confiance, ça ne soulèvera jamais les montagnes. Lorsqu'on emploie le mot foi en tant que puissance, ça soulève les montagnes. Celui qui a de la puissance gros comme un grain peut soulever les montagnes. Celui qui a de la confiance gros comme un grain n'a pas confiance pantoute. Lorsque les traductions ont été faites, on garde au mot confiance, au mot foi, l'idée confiance. Ayez foi en ceci. Et celui qui aura de la foi gros comme un grain de sénévré, quelque chose du genre, pourra. Là, on parle de puissance. On parle d'énergie vitale. Le Nazaréen pouvait marcher sur l'eau, lévitation. Le Nazaréen pouvait transformer les aliments, multiplier les choses. Transformation atomique, création. En réalité, réaction, mais disons création. Le Nazaréen pouvait guérir à distance. Télékinésie, mouvement d'objets à distance. Réflexion d'un corps. Le Nazaréen pouvait aussi ressusciter ceux qui étaient dans le plan morontiel et non pas ceux qui étaient dans le plan des morts. Tout cela, c'est de la puissance. Tout cela, c'est la puissance du Père dans les cieux, dans son langage, donc de l'énergie supramentale. Ça n'a rien à voir avec le ciel. L'énergie
l'énergie vitale, il doit être développé. La technique PMC, elle le permet. Elle doit être perfectionnée. Et ça, on va vous en reparler. Après 2 ans et demi de PMC, les personnes qui sont en PMCC, c'est qui ont servi de cobayes, ont permis l'ajustement tout à fait efficace des techniques. Les personnes qui sont présentement en PMC, en 87, devraient pour la grande majorité atteindre le contact avec le rajusteur de pensée. La télépathie est régie par quoi? Elle est régie par le phénomène vital, mais qu'est-ce qui sous-tend la télépathie? Quel phénomène que le mental fait pour émettre des ondes, puis qu'un autre la reçoit ou la capte? Bon, il y a différentes formes de télépathie dans l'expression. Il y a une télépathie qui est physique. Chez 2 jumeaux, par exemple, si l'un se fait mal, l'autre peut le ressentir. Il y a une télépathie qui est émotive et qui peut aussi être reliée au plan physique. Pour entrer en communication avec toi, si je me fais mal, tu vas sentir la douleur et après ça, je vais être capable de te transmettre ma pensée. Et il y a une télépathie d'ordre mental où tu sais quand je sais. Tous les 3 sont régis par l'actionneur, par l'interprétateur actionnel, donc l'actionneur corporel. Lui, vitalement, va interpréter, par exemple, ma pensée ou mon émotion pour la transmettre dans mon corps physique, mais il peut évidemment, vu que c'est le mécanisme qui régit la télékinésie, obliger ton corps à bouger aussi, ce qui, obligeant ton corps à bouger endocriniennement parlant, ou même musculairement parlant, physiquement parlant, chimiquement parlant, va amener une mécanicité dans ton corps qui automatiquement implique, de par l'onde de forme du corps, la reconstitution astrale de ce que je vis moi. Lorsque je pense, la pensée n'est jamais communiquée. Lorsque je pense, ça crée automatiquement un mécanisme chimio-électrique chez moi. Et ce mécanisme va être transmis par l'onde éthérique, donc par l'interprétateur actionnel, va être recréé chez toi, télékinésie, et étant recréé chez toi, automatiquement, il amène la même forme astrale, donc la même pensée. C'est de la télékinésie, la télépathie. Lorsque, au niveau mental, j'ai un contact, éthériquement parlant, tu peux avoir le même contact parce que où je suis connecté, tu te connectes. Ça, c'est de la vraie télépathie. La télépathie est un mécanisme qui est permis par l'homme nouveau et qui lui donne la possibilité de goûter à l'énergie vitale d'un autre sans que celui-ci le sache. La télépathie permet donc à un être humain de connaître la pensée d'un autre, de connaître l'émotion, de connaître la vibration, de connaître l'état médical, l'état de santé, de connaître l'autre, sans que l'autre le sache. Tandis que la télépathie implique obligatoirement le fait que l'autre le sait. Si toi, tu entres en contact avec un de tes amis pour quelque chose, inconsciemment, si c'est de la télépathie, tu auras l'impression que l'autre le sait. Ben, il y a toujours un dominé et un dominant. Il y a toujours un qui donne puis un qui reçoit. Est-ce que celui qui reçoit... Sauf dans la télépathie réelle. Prenons l'exemple de télépathie réelle. Et prochainement, il y a certains cours PMC de toute façon, mais au-delà du PMC6 qui vont être faits en télépathie. Moi, je parle. Tu me poses une question, je commence à parler, donc j'ai le contact avec l'énergie supramentale et automatiquement la réponse, je l'ai. Je dois maintenant la mettre en parole pour pouvoir la communiquer. Vibratoirement, j'en suis habité. Égoïquement, je ne l'ai pas en connaissance. Je vais l'avoir en connaissance que si je parle. Mais c'est pas important que je l'aie en connaissance. Mais je parle pour d'autres. Si on est en contact télépathique, à l'instant même où j'ai la réponse, tu as la réponse. Alors, il n'y a pas de dominant-dominé. À l'instant où je vais, tu as. Et non pas après. Il n'y a même pas de décalage. Alors, si tout le monde est en contact télépathique avec moi, tu poses une question, tu poses une autre question, tu poses une autre question, et on fait que ça. Tout le monde a les réponses, tout le monde sait, comme je sais, donc je n'ai plus à parler. Mais comment tu sais que si les gens sont en contact télépathique avec toi, toi tu peux recevoir
recevoir le contact, tu as la cérébralité pour, puis les autres ne peuvent pas l'avoir, puis peuvent quand même recevoir l'énergie qui rentre. Parce qu'ils sont en contact mental télépathique avec moi, mais ne sont pas en contact mental supramental avec l'énergie intelligente. Simplement pour cela. Maintenant, c'est évident que c'est pas long qu'ils finissent par y arriver. La télépathie mentale, il faut bien comprendre que c'est un contact qui va se faire entre les ajusteurs de pensée. Alors, automatiquement, lorsque la personne entre en contact avec son propre ajusteur de pensée, là, lorsque l'ajusteur est expérimenté chez la personne, lorsque la personne est suffisamment anégoïsée, alors automatiquement, il y aura possibilité de télépathie mentale. Comme et quand les individus voudront. Maintenant, les individus devront avoir l'énergie de contrôler leur ajusteur de pensée pour cela. Parce que l'ajusteur de pensée, c'est de la merde comme le reste. Ça te permet d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, ça veut te manipuler, ça s'ouvre quand il ne faut pas, ça s'ouvre pas quand il faut, ça te parle la nuit, ça t'empêche de dormir, ça te dérange tout le temps, alors il faut évidemment que tu le marques. Quand il est devenu l'esclave, là c'est parfait. Quand tu vas entrer en contact avec un autre ajusteur de pensée, tu le fais. Automatiquement, il y a télépathie mentale. Mais comment ça se fait? Ça se fait par l'énergie mentale? L'énergie mentale va actionner l'ajusteur de pensée qui, lui, dans l'éthérique supramental, va automatiquement entrer en contact avec le tien. Celui-ci va donc informer ton mental de quelque chose et par la suite, instantanément, il n'y a pas de temps à ce niveau. Instantanément, tout ce que moi j'ai en contact ou en pensée, tu l'as. Quand on parle de forger la volonté, quand un événement arrive ou quelque chose arrive, ça va nous forcer à faire sortir la volonté. De quelle volonté qu'on parle? Quelle sorte de volonté? Bon, la volonté, comme tu sais, tous les humains ont de la volonté. Certains ont la volonté de paresse, d'autres la volonté de boire, d'autres la volonté de rire, d'autres la volonté de brailler, d'autres la volonté de travailler, d'autres la volonté d'évoluer. La volonté qui est exprimée quand un événement te force à avancer, c'est de la volonté intellectuelle ou mentale, dépendant de ton niveau d'évolution. C'est une volonté d'adaptabilité. Tu es obligé de t'adapter. Si la personne n'est pas capable de s'adapter, là est le maximum de son évolution. Elle n'est pas évoluée au-delà de ça. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'évolution s'arrête toujours là où l'expérience ne peut être comprise comme expérience. Lorsque tu pars à brailler, lorsque tu te dégonfles, lorsque tu ne veux plus, lorsque tu abandonnes, lorsque tu ne comprends plus, lorsque tu te déprimes, automatiquement, c'est là ton degré majeur, ton plus haut degré de ton évolution. Et quel genre de volonté ça veut exprimer? La volonté de contact avec la vie, l'adaptation. Ça n'a rien à voir avec la volonté du plan supramental. C'est la volonté du plan supramental. La volonté de la vie. Donc, la volonté d'adaptation. L'éducation. Qu'est-ce qui arrive quand on est fatigué vitalement puis qu'on se sent mental? Où est-ce que le mental va puiser son énergie? Bon. Il faut faire attention entre la fatigue physique et la fatigue vitale. Tu peux te sentir épuisé physiquement. Tu ne l'es pas nécessairement vitalement. Il y a déjà une nuance à faire entre les deux. Et lorsque tu te sens suffisamment mental, c'est parce que tu as réussi à énergiser ton mental, ou ton mental a eu un contact avec ton ajusteur de pensée, ou l'ajusteur collectif, et le mental est en train de travailler pendant que l'ego lutte au coton, alors lui peut absorber du plan vital, comme il peut ne pas en absorber, ça peut être aussi son corps physique qui est épuisé. Le mental prend de l'énergie, parce qu'une personne qui commence sa conscientisation ne vit pas ce que tu viens de dire. La personne qui a un mental suffisamment avancé, alors à un moment donné, elle va prendre son énergie autant au plan éthérique supramental qu'au plan éthérique planétaire. Donc, si tu es en train de t'abreuver au plan éthérique supramental, ton ego peut vider ton corps physique, mais ça ne change rien au niveau de ton mental, tu restes tout à fait mentalisé. Qu'est-ce qui va se passer dans les deux futurs? L'ego doit quand même vibrer, il va quand même prendre un peu d'énergie par rapport à l'astral, par rapport au plan vital, puis le mental va rester intègre, il va pouvoir rester mental même si l'astral vide l'énergie vitale. Tu vas prendre une personne, tu vas lui couper les deux jambes, tu vas la battre, la massacrer, tu vas bûcher dedans, tu vas lui mettre de la peinture dans les cheveux, tu vas tout faire. Et cette personne ne souffrira pas. Si c'est un homme nouveau, global et total, tu ne pourras même pas réussir à l'attraper. Donc tu ne pourras même pas lui couper les jambes. En admettant que, juste pour donner un exemple de ce que l'homme nouveau, intégré, le fusionné peut faire. Je parle dans un langage pour exprimer les choses. Tu ne peux pas l'attraper, mais si tu l'attrapes, tu ne peux pas lui couper les jambes parce que ta scie va tout à fait se défaire.
faire sur sa peau. Si tu lui coupes les jambes, ben ils vont repousser. Alors ça ne donnera rien de plus. Mais tu ne peux pas lui couper les jambes, tu ne pourras même pas l'attraper, tu ne pourras même pas le manipuler. Il y a des personnes, je donne un exemple, la personne elle prend un verre d'eau, vient pour te le lancer et elle se le lance. Voilà. Ça veut dire que tout est vibratoire. C'est que si vibratoirement parlant, tu ne peux pas attirer ce qui ne va pas avec toi. Une personne mentale ne peut pas attirer des événements tout à fait incongrus, idiots. Non. La personne mentale ne peut pas attirer d'événements idiots. Donc l'homme nouveau n'attire pas à lui d'événements idiots. Sauf que les événements idiots, faisant partie du monde dans lequel il vit globalement, il peut quand même devoir en traverser sans les attirer. C'est-à-dire que tu dois t'en aller de là à là-bas, et il y a une émeute entre les deux, quand il faudra quand même que tu traverses. Et il y a des fortes possibilités pour que, égoïquement, personne ne t'en veuille, donc que tu sois invisible pour ces personnages, c'est-à-dire que tu vas passer, mais ils ne le mémoriseront pas. Ça n'empêche pas pareil que si quelqu'un vient pour donner un coup de pelle à quelqu'un qui est en arrière, la pelle va être là. Étant en contact mental avec l'interprétateur actionnel, la pelle ne pourra pas te toucher. Elle va s'arrêter sur rien. L'individu qui tient la pelle aura l'impression d'avoir frappé un bloc de ciment. Et toi, non, toi, tu vas continuer parce que tu n'as pas d'ego. Mais si tu as de l'ego, tu puises d'énergie. La pelle va t'arriver en plein visage. C'est important de comprendre que pour arriver à contrôler l'interpréteur actionnel, l'homme doit être un égoïsé. Sauf dans certains mécanismes génétiques où on a des conflits neuroniques, là où on a un enfant qui naît et qui traverse une salle de faire voler des choses, c'est que sa génétique fait qu'il a un contact plus flagrant avec l'interpréteur actionnel. Donc, il est même capable, cet interpréteur est capable de faire bouger les choses à distance. C'est pas volontaire. Tout à fait involontaire. Ils en sont malheureux au coton. Et on s'en sert dans les cirques, on fait des études sur eux. Parce que si c'était très volontaire, il ne serait pas dans un cercle, on ne l'étudierait pas. Il serait millionnaire quelque part, puis il fermerait la gueule. Mais c'est pas volontaire. On prend l'exemple de Geller, on peut prendre l'exemple de plusieurs autres. C'est tout à fait involontaire. Juste pour parler des mots et de l'impact que les mots ont sur la parole. On va dire une personne qui est en Afrique, mais qui a toute la cérébralité pour capter l'énergie supramentale, mais qui ne parle pas français. Qui n'a pas le vocabulaire pour faire sentir l'énergie. Est-ce que ça sort quand même ou c'est bloqué quelque part? Ça dépend où en Afrique. Quelque part, parce que le vocabulaire est plus restreint. Bon, elle reste près du Kilimanjaro. Et elle a appris à parler le bantou. La question ne se pose pas parce que ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais un indigène ou un pygmée ou quelque chose comme ça qui aura un contact supramental et qui sera déficient de langage. Il ne faut pas s'en faire, la question, c'est très intéressant, mais la question ne se pose pas, ça n'arrivera jamais. C'est comme de demander qu'est-ce qui arriverait s'il neigerait de la neige chaude. Ce serait intéressant d'en parler, mais ça ne vaut pas la peine, ça n'arrivera pas. Observer tout ce que l'on fait serait-il plus que de la pensée, plus que de l'ego, donc du mental? Observer, c'est mental. Être conscient sans observer, c'est ça relie pas, non pas au supramental, mais au mental supérieur. Être conscient sans observer. Il arrive un temps où l'être humain observe tout. C'est normal, c'est la formation de l'identification mentale. Et ça lui permet de se libérer de tous les mécanismes de manipulation émotive. Sauf qu'il doit venir un temps où l'humain observe sans en être conscient. Il observe, mais il est conscient de tout ce qui est observé. Autrement dit, ce n'est plus une effort du mental. Cela veut simplement dire que toi, tu es là, il passe un peu quelque chose, tu ne sais pas rien. Mais lorsqu'une chose peut être dangereuse, automatiquement tu le sais. Lorsqu'une chose peut être utile, automatiquement tu le sais. Alors tu n'es pas dans un état d'observation où tu monopolises ton énergie mentale à l'observation. Mais qu'est-ce qui fait que tu le sais? Ce sont tes sens vitaux. Les sens vitaux, donc on revient encore au niveau de l'énergie vitale. Lorsque ceux-ci captent tout ce qui se passe, l'énergie vitale est en résonance avec l'énergie mentalo-supramentale. Et l'énergie vitale analyse sur une programmation que tu vas lui donner. Et chaque fois que quelque chose peut être intéressant, dangereux ou quoi que ce soit, là, cela vient être placé au niveau de ta conscience et automatiquement. Sinon, ça n'aurait aucun sens. La personne serait toujours en train d'observer toute sa vie
Et ça, c'est un processus mental, mais qui permet le début de l'identification mentale. Ce n'est pas un processus que l'humain doit vivre continuellement sans arrêt. On va prendre une courte pause, vous posez vos questions sur papier, et on poursuit dans le programme. Verse permet la filtration des minéraux de l'eau. Exactement comme la distillation de l'eau. Maintenant, c'est bien évident que l'eau distillée n'a plus d'énergie. Elle a été bouillie. Elle n'a plus d'énergie vitale, ionique ou tellurique telle qu'on aimerait en capter. Tandis que l'eau obtenue par osmose garde son énergie vitale, mais perd ses minéraux. Elle n'a pas plus d'énergie, elle a l'énergie vitale qu'elle avait au départ, moins les minéraux. L'homme nouveau va-t-il écouter de la musique? Ça, c'est une maudite bonne question. À un moment donné, je vais faire une conférence un vendredi sur la musique. Non, l'homme nouveau n'écoutera pas de musique, et la musique, c'est l'un des plus grands moyens de récupération et de manipulation de l'astral sur l'humain. La musique, si je me laisserais aller, j'en parlerais. C'est de la merde, c'est de la vraie merde. C'est intéressant que tu en parles. Hier, j'ai pris ma guitare, j'ai joué jusqu'à 3 heures du matin. Exactement ce que ça fait, la musique. C'est en plein état que ça fait, la musique. Non, je vais en reparler, mais effectivement, Pierre, prends ça en note, là, un titre que tu cherchais, la musique. Oui, ça fait un bout de temps que ça me trotte dans la tête, la musique, mais pas aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais on va y revenir à la musique. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on a les pieds froids au coucher, en plus d'avoir les jambes qui nous branlent? Qu'est-ce qui fait qu'on a les pieds froids au coucher? Bon, dans les états normaux, c'est soit un manque de circulation par crispation nerveuse de certains muscles périphériques aux artères, donc ça amène beaucoup moins de sang aux pieds. Ça peut être aussi une hypostimulation musculaire ou valvulaire des veines qui empêche le retour sanguin vers le cœur, donc une stagnation plus grande au niveau des pieds, ce qui à la longue évidemment amène les pieds à se refroidir. Maintenant, ça peut être aussi une trop grande circulation d'énergie yin au niveau des pieds. L'énergie yin étant froide, automatiquement, on a l'impression et la sensation de froid. Il y a beaucoup de personnes qui vont être régies par l'énergie yin, donc lorsqu'ils se lèvent, seront chaudes, et lorsqu'elles vont se coucher, auront toujours les pieds froids, le soir ou la nuit. Ça, c'est une problématique d'énergie yin, et beaucoup plus que d'énergie sanguine. La personne peut coller ses pieds sur quelqu'un qui est chaud, ça peut réchauffer les pieds, mais si la personne n'a pas d'énergie yang, ses pieds resteront froids quand même si la froideur va être atténuée, ils vont rester froids pareil. Comment faire pour accumuler l'énergie vitale de façon à ne pas la perdre inconsciemment? Bon, l'histoire, ce n'est pas seulement de ne pas la perdre inconsciemment, c'est de ne pas la perdre consciemment non plus. Toute la mécanicité PMC fonctionne juste sur la récupération d'énergie vitale, placer le corps convenablement. J'ai expliqué à ceux qui sont rendus en PMC4, ceux qui sont en PMC5 sont au courant aussi, quelques-uns en PMC3. Maintenant, vous allez tous être au courant. La façon dont le PMC est structuré, c'est pour amener l'individu en contact avec son ajusteur de pensée. Pour cela, le corps physique doit être suffisamment énergisé pour que l'ego, pour que l'astral se complaise dans le corps physique. Technique Menfi. Une fois que le corps astral se complaît dans le corps physique par la technique Menfi, bien exécutée, exécutée à la perfection, on va vous corriger. Une fois que cela est fait, l'énergie mentale cérébrale doit accumuler suffisamment de cette énergie vitale au niveau du cerveau, de façon à ce que lorsque le cerveau veut augmenter, que l'énergie mentale veut augmenter en vibration pour atteindre l'énergie de l'ajusteur de pensée, qu'il n'y ait pas eu un manque d'énergie vitale au niveau cérébral, ce qui opérerait, ce qui s'est déjà passé dans la tête de certaines personnes dans l'Antiquité, ce qui opérerait une destruction irréversible des cellules neuroniques du cerveau, rendant les personnes débiles ou folles. Pour que cela ne puisse arriver, l'énergie vitale mentale doit être suffisamment énergisée. Et là, on va se servir des techniques comme celle du comptage isométrique, du balayage cérébral, de ce genre de techniques. Lorsque cela est fait, la personne a un corps vital hautement évolué, donc hautement vibratoire.
technique de démarche flottante, technique de pompe sacrée, technique, etc. Alors, comment faire? Chaque personne qui arrive en PMC6 sait comment faire. De A à Z. Non seulement elle a toute la mécanicité pour lui permettre d'avoir un corps physique qui va rajeunir, d'avoir une cérébralité, un cerveau qui va rajeunir, d'avoir des maladies qui vont disparaître, d'avoir un système digestif qui va quémander de moins en moins d'aliments, d'avoir un système nerveux de moins en moins fatigable, d'avoir un corps mental qui pourra être suffisamment énergisé pour entrer en contact avec le plan supramental. Elles pourront aussi avoir un léger contrôle sur la cicatrisation de leur propre corps physique. Accélération de cicatrisation, de guérissement pathologique, disparition ou élimination des possibilités de marques lors des cicatrisations, les cicatrices. Elles auront une personnalisation génétique physique, donc elles ne pourront plus engendrer en poursuivant la continuité de la lignée familiale. Elles changeront aussi de nom. Mentalement, elles auront la vibration qui les habite, et cette vibration sera à un moment donné communiquée par l'oral chez eux. Elles pourront prononcer leur nom, un nom neuf. Le nom regarde aussi l'énergie vitale. Le nom est ce que l'humain goûte de la perception vitale d'une forme. Lorsque l'humain regarde une forme, la forme vitale, lorsqu'elle est goûtée par le corps vital, finit par engendrer une vibration qui résonnera dans l'ego, et l'ego pourra, par l'intermédiaire du centre laryngé, communiquer cette vibration, donc nommer la chose. Lorsque le corps vital, lorsque l'humain, lorsque les personnes du PMC6 entreront en contact avec leur ajusteur de pensée, automatiquement leur vibration complète sera transformée. Ce qui fait qu'elles devront, elles se renommeront. Comment conserver l'énergie, comment ne plus la perdre? Ben vous êtes déjà en train de travailler sur ce processus. Vous devez apprendre premièrement à goûter l'énergie vitale, à la sentir, à sentir sa pression sur votre peau. Vous devez ensuite apprendre à percevoir les perturbations dans le champ vital qui vous entoure. Vous devez apprendre ensuite à en distinguer la saveur, à apprendre à la goûter, à savoir si telle énergie vitale est yin ou yang. Vous observez une forme et vous déterminez si c'est yang ou yin, parce que vous goûtez. Vous observez une forme et vous savez automatiquement le plan égoïque qui l'anime, donc le niveau évolutif d'une personne, sans qu'égoïquement ça vous fasse de pli. Vous devez apprendre à canaliser l'énergie vitale, une fois que cela est fait, dans votre corps physique, pour devenir de plus en plus mental, donc de moins en moins être assujetti aux manipulations astrales. Vous devez ensuite apprendre à canaliser suffisamment d'énergie vitale au sein de votre corps physique pour que l'ego s'y complaise, puisse jouir du corps. Vous devez apprendre à, par la suite, canaliser l'énergie vitale le long de la colonne vertébrale pour la mener au niveau cérébral, de façon à ce que l'énergie mentale puisse atteindre l'ajusteur de pensée sans perte neuronique. Tout cela fait partie de la technique PMC 1 à 6. Vous êtes déjà en train de le faire, alors la réponse, vous l'aurez en PMC 5 ou 6. Ça revient à la même chose. Souvent, je sens des picotements dans les jambes, ce qui m'empêche de dormir, que loin de les faire disparaître. Énergie vitale, non hominalisée, empoisonnée ou intoxiquée par le plan astral. Spic. Le massage l'élimine, bouger l'élimine, une douche chaude, froide l'élimine, manger du beurre de pinot, ça l'élimine. Il y a des différentes choses. Baisser la vibration de cette énergie-là, donc la faire évoluer. Mais à un moment donné, j'explique aujourd'hui des choses parce que, étant donné que le PMC évolue, à partir de cet automne, évidemment, les professeurs rajouteront des choses. Non seulement on va vous obliger à perfectionner les techniques l'une à l'une, parce que chaque technique va être complète lorsqu'elle va vous amener dans l'instantanéité des choses. Et j'explique ce que j'explique aujourd'hui pour que cela puisse être compris cet automne.
Ces picotements et ces choses-là vont disparaître lorsque vous allez être capable de minimiser l'énergie. Et ça, veut pas, vous allez être capable. Donc, pas la peine de répondre, vous allez le faire en pratique. Tu sais, les picotements qui arrivent, comme une oreille qui saigne ou une paupière qui Mécanisme vital. Mécanisme vital. Relié à l'énergie supramentale, souvent. C'est pas relié à un événement qui va se passer dans le futur? Non, le futur n'existe pas de toute façon. Ben, dans une probabilité de... Une probabilité de futur au niveau supramental, ça peut. Par contre, ça peut aussi être lié à une mutation du cerveau, ce qui peut amener des parties de l'astral à s'imprimer biologiquement, vibratoirement, mais c'est vital, ce n'est pas mécanique, biologique. Ça n'a rien à voir avec l'oreille lui-même, les cils-mains, ces choses-là. Et ça peut donc opérer une permutation des plans astraux inconscients à la conscience physique, ce qui va donner un cils-main d'un bord ou de l'autre de l'oreille, parce qu'il y a un travail supramental qui se fait, et automatiquement, ça peut, de cette façon, faire prendre conscience à l'ego d'une mécanicité potentielle dans l'astral, ce que tu appelles prévoir l'avenir, qui peut la mettre en affinité avec certaines choses de l'avenir. Autre chose aussi, bien souvent, le contact télépathique tel qu'on le vu au niveau éthérique, donc au niveau vital, non pas le contact télépathique réel au niveau mental, va aussi faire en sorte qu'une des deux oreilles peut être bougée lorsqu'un individu pense à vous, par exemple. Et etc., etc. On peut s'amuser longtemps là-dessus. C'est des mécanismes qui regardent beaucoup plus l'interprétateur actionnel. Parce que moi, quand j'ai une picotement qui fait au niveau de oui, il y a des dangers sexuels. C'est ça. Au Pérou, hein? OK. Ça a dû te trémousser au Pérou. Tu as parlé au début d'énergie vitale qui est empoisonnée par l'ego. Comment éviter ce mécanisme? À part les jambes, peut-il se produire dans les muscles cardiaques? Partout. Comment l'éviter? En vous transformant intégralement. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire au niveau PMC, alors j'ai suffisamment répondu. Ayant une scoliose assez prononcée, je me rends compte que je perds en énergie vitale. Est-ce un handicap pour m'empêcher d'arriver à être en contact supramental? Bon, premièrement, la scoliose, même si elle est vertébrale, n'est pas nécessairement vitale. Les méridiens suivent la colonne. Si la colonne devient scoliosée, les méridiens vont tendre à la longue à refaire un chemin qui ne sera pas relié au mécanisme de déviation de la colonne vertébrale. Ça n'a foutrement rien à voir avec l'empêchement d'une mutation supramentale. La seule chose que la personne doit savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle va pratiquer des techniques bien ajustées, sa scoliose va se résorber. Il faut que cette personne le sache, et chaque fois qu'elle va en prendre conscience, elle risque d'être suffisamment contente qu'elle va absorber l'énergie de la mutation en énergie de jouissance de l'ego. À chaque fois que la personne va commencer à voir sa colonne se redresser, elle risque de jouir tellement qu'elle peut la remettre comme elle était. Évolution, stagnation, involution. C'est souvent comme ça que le monde guérisse. Parce qu'à un moment donné, ils jouissent tellement dans leur ego de la mutation physique que l'énergie qui transmute la colonne, pour l'exemple de la scoliose, est reprise par l'ego et la scoliose reprend la forme qu'elle avait. Le corps physique est ce qui prend le plus de temps à oublier, donc à être transformé. Il y a une personne qui faisait le PMC et qui avait une protubérance osseuse sur un os. Seule l'opération pouvait l'éliminer et ça n'empêchait pas nécessairement la réapparition de cette protubérance. La protubérance s'est résorbée d'elle-même. Alors même si la personne verrait une déformation vertébrale complète, ça n'empêche rien. Si on est capable à partir d'une cellule de créer un être humain, ben merde, on est capable à partir d'un être humain croche d'en faire un être humain droit. C'est encore bien plus facile. Un être humain cardiaque, c'est extrêmement facile d'en faire un être humain qui n'est plus cardiaque. À un moment donné, si votre ego hésite à croire, pensez juste un peu à tout le miracle qui fait qu'un être humain peut naître. Que d'une cellule mélangée à une autre cellule, ça crée un être humain qui pense, qui agit, qui a ses idées, qui fonctionne,
qui peut lui aussi procréer la vie et tout ça. Alors partir avec un être humain qui apparemment dans sa biologie a des problèmes et en faire un être humain qui n'en a plus, c'est une vraie farce. Un seul problème, l'ego. Donc, tout ça peut se régler. Est-ce un handicap pour m'empêcher d'arriver à être en contact supramental? Absolument pas. Il y aura peut-être différents travails. La personne devra peut-être travailler un peu plus si elle veut arriver dans le même temps qu'une autre personne qui a un corps correct. Un peu plus. Pas mauditement plus. Un peu plus. Comme celui qui est obèse doit travailler un peu plus que celui qui a un corps absolument ajusté au niveau du poids. Est-ce que c'est un empêchement au contact? Non. Il faudra quand même qu'elle travaille un peu plus. Par contre, cette personne peut avoir un problème de poids, comme elle peut avoir un avantage sur d'autres points. Mais comme on est toujours en train de vouloir faire travailler surtout les problèmes qui sont les plus apparents, ben on s'imagine automatiquement être pire, puis devoir travailler plus. Mal ajusté. Le fait d'être enceinte apporte-t-il plus d'énergie vitale et de perception? Comment et pourquoi? Le fait d'être enceinte amène une énergie vitale nouvelle, l'énergie vitale de l'entité qui est en train de se créer un âme, donc d'une entité périspérique en constitution. Mais ça fait surtout que la personnalité réincarnative ou les personnalités réincarnatives les plus basses commencent à s'incruster dans le fœtus, alors automatiquement la personne devient possédée. Possédée par l'entité qui est en train de se réincarner, ou les entités en train de se réincarner, dépendant des cas. Automatiquement, la grande majorité de toute l'énergie vitale de la mère va être placée pour protéger le fœtus, pour lui permettre de grandir. Il est à remarquer qu'une femme enceinte ne peut pas procréer. Extrêmement important de remarquer le fait. Une femme enceinte n'ovule plus. Une femme enceinte ne peut plus procréer. On va dire, c'est normal, il y a déjà un fœtus. Pourquoi l'ovulation arrête-t-elle? Pas parce qu'il y a un fœtus, il y a une raison autre. L'énergie vitale en lémurie s'est scindée en deux. 100% d'énergie vitale chez l'humain. Les 100% servent à la procréation. Lorsque l'énergie vitale se scinde en deux, une grosse partie, la moitié, monte au niveau du centre laryngé et au niveau du centre cérébral, constituant la parole et le cerveau. L'autre moitié reste focalisée dans le système sexuel. Mais l'être humain ne peut plus procréer. Il doit donc s'allier à un deuxième être humain. Les deux vont s'allier ensemble et chacun prenant la moitié de son énergie sexuelle, la plaçant ensemble, constitue un 100% d'énergie sexuelle, pouvant donc constituer un être vivant, procréer. De là naît la sexualité. Lorsque la femme est enceinte, elle reste intelligente, elle garde la faculté de parole, mais il y a un enfant en constitution qui a besoin d'énergie vitale. Le 50% de l'énergie vitale, normalement constituée pour la procréation, est maintenant toute focalisée sur la gestation du fœtus. La mère devient stérile. Elle ne peut plus procréer. Elle n'a plus d'énergie vitale pour engendrer. L'énergie vitale étant focalisée sur la gestation. Selon l'entité qui se réincarne, pensez pas que Marie était bien brillante et qu'elle parlait beaucoup quand le Nazaréen l'habitait. Selon l'entité qui se réincarne, il y a des possibilités que l'énergie qui sert même au centre laryngé et au cortex mental soit puisée. Manque d'énergie vitale chez la mère, alors son énergie égoïque, son énergie mentale, ces mécanismes-là peuvent être drainés vers le fœtus, parce que le fœtus doit subir une gestation beaucoup plus rapide qu'un fœtus humain normal. À 9 mois, il peut naître.
mais il aura une évolution d'un enfant de 2, 3 ou 4 ans avec certaines aberrations physiques normales de l'enfant qui naît. Il ne pourra pas nécessairement parler, le centre laryngé n'est pas constitué. Il ne pourra pas nécessairement réfléchir comme un enfant de 2, 3 ans. Le centre cérébral n'étant pas constitué, mais tout énergétiquement est placé. L'enfant peut être un génie, comme l'enfant peut être un enfant nouveau. Si l'enfant reçoit une entité réincarnative au lieu d'une pluralité réincarnative, automatiquement, si la mère n'est pas suffisamment ajustée dans sa propre intelligence, elle ne saura pas où prendre l'énergie pour nourrir le fœtus. Elle risque donc de voir une perte d'énergie chez elle. Cela la place en affinité plus sensible avec les plans astraux. Cela lui permet d'être plus manipulable par les plans astraux. Elle peut, lorsqu'une partie très importante de l'enfant se constitue, subir une dépression presque instantanée. Alors elle peut se mettre à pleurer pour rien comme ça. Elle peut être souvent déprimée, elle peut remonter. Il faut faire attention parce que la majorité des parents qui suivent ou qui vivent ce genre de processus, s'ils sont normaux, pas en contact avec leur plan mental, peuvent vivre des problèmes psychopathologiques postpartum, après l'accouchement, où ces personnes devront être soignées en psychiatrie. Dans le cas qui nous intéresse, ça ne peut pas arriver. Par contre, la personne de prendre conscience que lorsqu'il a des dépressions, il y a des techniques, il y a des mécaniques, il y a des choses que cette personne peut faire pour aller chercher de l'énergie au niveau du plan supramental pour nourrir ce bébé, plutôt que de voir l'énergie partir de son propre plan mental pour nourrir le bébé. Nourrir énergétiquement, permettre la constitution du bébé. Chose importante, et ça doit toujours être dans la tête. Des femmes transitives et nouvelles qui vont un jour porter un enfant, elles peuvent le perdre. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie mentale pour nourrir le fœtus sera expulsé. On se reprendra plus tard. Si la mère n'a pas de contact supramental suffisant pour nourrir le fœtus peut être expulsé. On se reprendra plus tard. Et ce que je veux dire quand je dis on se reprendra plus tard, ça veut simplement dire que le fœtus n'en souffre pas, que l'entité réincarnative n'en souffre pas, qu'on va simplement s'organiser intelligemment, supramentalement ou éthériquement, pour que la mère puisse poursuivre un peu plus son cheminement de conscientisation avant que le fœtus ou avant que l'entité qui se réincarne se réessaye par l'intermédiaire de la même mère. Ce sera le même enfant qui va revenir lorsque l'entité se réincarne individuellement. Si c'est rejeté par la mère, manque d'énergie, l'intelligence reste intelligente, elle n'est pas émotive. La mère ne mourra pas à l'enfantement de l'enfant. Une mère qui est évolutive, qui génétiquement est en mutation, donc qui se personnalise, ne peut pas mourir lorsque l'enfant naît. L'enfant sera rejeté. L'entité réincarnative va attendre, va reconstituer un corps, la mère va redevenir enceinte du même enfant. Et l'enfant va naître avec une mère. Si la mère n'est pas suffisamment vibratoire au niveau mental, ou n'est pas suffisamment en contact supramental, et que l'enfant est une entité réincarnative nouvelle, donc une réincarnation individuelle, elle se sentira souvent déprimée et épuisée. Elle doit donc faire extrêmement attention et elle doit s'arranger pour gagner en énergie au niveau mental. C'est le mental que le bébé a besoin. Sinon, le bébé devra être cancellé. C'est pas émotif, c'est ça. Le plan vital serait-il un plan conséquentiel? Tous les plans sont-ils conséquentiels ou doit-on les rendre conséquentiels? Tous les plans sont conséquentiels, régis par une mécanique, ce qu'on appelle la loi du karma, et seul l'ego essaie de régir les autres plans selon la conséquentialité de son propre plan. L'astral essaie de régir le plan matériel, vital, mental et supramental selon les règles de conséquentialité de l'astral. L'astral n'étant pas conscience
consciente n'est pas conséquentielle dans sa conscience, mais elle est régie par une loi de conséquentialité, la loi du karma. La matière est conséquentielle sans être consciente, mais elle n'a pas d'émotion ou de désir. Elle aboutit donc toujours comme elle doit aboutir. L'énergie vitale, la même chose. L'énergie supramentale et l'énergie mentale sont conséquentielles, mais le sont aussi dans leur conscience, sont donc conscients des lois de la conséquentialité, des faits et de cause. L'ajusteur de pensée, est-ce la petite voix qu'on entend à l'intérieur de nous? Quelle est la différence avec ton double? L'ajusteur de pensée peut apparaître comme une voix que l'on entend et qui ajuste la pensée. Mais l'ajusteur de pensée ne vous dicte jamais ce qu'il faut faire. Ça, c'est un mécanisme d'ange de l'astral. Lorsque vous vous dites « dois-je acheter ceci ?» et une voix vous dit « non, il serait mieux que tu ne l'achètes pas », ce n'est pas de la pensée ajustée. C'est de la manipulation. C'est une suggestion. Lorsque la personne dit « le temps n'existe pas parce que le temps est une illusion » et que ça dit dans la tête, l'illusion est aussi illusoire. Là, on ajuste la pensée. On ne suggère pas. Le temps est une mécanique difficilement compréhensible. Vous pensez ça. Et ça dit, le temps est une friction de l'espace sur lui-même. Vous répétez parce que vous parlez. Vous répétez donc. Et ça poursuit l'ajustement. J'aime la vie. Ça ajuste. Tu aimes la vie, l'ego. C'est le mental qui vient d'être ajusté. La vie est belle. La vie est ce qu'elle est. C'est ajusté. La vie est belle. Oui, mais tu l'aimerais mieux si tu ferais telle chose. C'est une suggestion. On veut vous obliger à agir d'une telle ou telle façon. Ça, c'est astral. Comment discerner entre l'ajusteur et les mécanismes astraux? L'ajusteur ajuste. Il ne suggère pas. Il n'ordonne pas. Il n'enseigne pas comme les maîtres. Il ne manipule pas. Il ajuste la pensée. C'est loin. Et ça dit, loin, c'est relatif. C'est tout. C'est ajusté. Ça ajuste la pensée. L'ajusteur de pensée est une mécanique qui est créée par le contact mentalo-supramental, le contact entre l'énergie mentale et l'énergie supramentale. Le double éthérique est le double personnalisé, le double qui contient exactement la forme vibratoire de votre évolution. Quand vous me parlez, ceux qui ont fait dernièrement le séminaire PMC1, vous me posiez des questions et je ne répondais pas aux questions, je parlais de vous. Je goûtais, je captais la personnalité vibratoire de votre évolution. Et ça se place dans le corps vital, dans le périsprit qui est aussi vital, et dans le corps mental qui est aussi vital. Le double éthérique, c'est la reconstitution exacte de votre forme évolutive dans un monde qui n'est pas régi par le plan des morts. Le double éthérique va vous permettre à un moment donné de vivre une évolution et dans le plan supramental, ou galactique, et dans le plan terrestre. L'ajusteur de pensée permet la constitution du double éthérique. L'ajusteur de pensée ajuste. Le double éthérique, on peut jaser avec au niveau supramental. Pour l'instant, celui qui essaie de jaser avec, et encore une fois, le double éthérique, ne suggère pas à l'ego ce qu'il doit faire. Vous avez des suggestions, c'est de la merde astrale. Ça peut de temps en temps être une suggestion qui est correcte, de la merde pareil, mais on peut l'appliquer, ça marche. Mais on ne doit jamais se fier. Lorsque ça suggère, ça n'a rien à voir avec l'énergie intelligente, elle ne suggère jamais. Jamais.
Le plan laurentiel, est-ce l'endroit où le double éthérique se forme? On va y revenir plus tard. À quoi sert la parole? Comment puis-je l'utiliser de façon constructive? En PMC3, vous commencez à apprendre comment ajuster la parole. Autrement dit, vous commencez à apprendre de quelle façon l'ajusteur de pensée va vous parler en PMC6. C'est ça qu'on fait en PMC3. On ne le dit pas, mais c'est ce qu'on fait. Alors la personne est assise sur le stage, il y a une personne à côté qui est son professeur, et la personne, elle parle, elle dit n'importe quoi. Et l'autre l'arrête tout bout de champ pour l'ajuster. Tu parles comme un con, comme un cancre. Ce que tu dis n'a pas d'allure. C'est collectif. Et on explique pourquoi on ajuste la parole. La parole, elle sert à exprimer de l'énergie vitale. Donc, la parole, j'ai déjà fait une conférence spéciale sur le verbe, la parole et la voix. Celui qui contrôle l'énergie vitale par la parole a le verbe. C'est la voix. La voix qui